va terminer notre séquence avec vous. Vous êtes directeur général de l'Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale, l'ANAP, et vous allez nous présenter un nouveau dispositif destiné à accompagner les EHPAD en difficulté avec un appui personnalisé, si je résume bien. Mais expliquez-nous plus en détail comment ça marche. Ça s'appelle PerfEHPAD. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, les organisateurs, comme souvent, Luc Broussy, comme toujours, posent la question de la meilleure façon qui soit. Est-ce que ce dispositif est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Donc, ce dispositif mauvaise, dont je redis, forcément. est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Ce dispositif dont je redis rapidement, c'est un dispositif lancé par la ministre des Solidarités sous impulsion de la DGCS pour accompagner les établissements médico-sociaux les plus en difficulté du territoire, mais aussi les autorités de régulation et de tutelle dans leur mission d'accompagnement des établissements pour essayer de dégager des actions concrètes qui permettent de maîtriser la situation. Et donc, ce dispositif qui a démarré auprès des agences régionales de santé, des conseils départementaux, mais aussi des groupes d'EHPAD sélectionnés, ce dispositif, c'est forcément, en première intention, une mauvaise nouvelle. C'est forcément une mauvaise nouvelle parce que si on raisonne dans l'absolu, il ne devrait pas y avoir besoin de ce dispositif. Parce que ce dispositif veut dire que la situation de ces EHPAD est structurellement mauvaise. Ça peut aussi dire, ça a été dit tout à l'heure, que finalement c'est une cautère sur une jambe de bois qu'on va poser, puisque si on suit les propos qui ont été tenus tout à l'heure, le système est mort, le mode de tarification est mort, le mode de financement est mort, et donc finalement on fait de la réanimation sur un dispositif, sur un mode de financement qui est mort. Donc si on le prend de cet angle-là, forcément c'est une mauvaise nouvelle pour le système. Et puis si on se place du côté des gestionnaires, c'est forcément une mauvaise nouvelle. Et d'ailleurs, je suis persuadé que si vous ouvrez la question à la salle, les questions ne vont pas être positives. Parce que, en vrai, c'est jamais agréable de se retrouver dans un dispositif national qui n'est pas basé sur le volontariat, qui est basé sur la proposition des agences régionales de santé, pour venir reparler de sa situation, de son établissement. Et donc un certain nombre de gestionnaires vont peut-être avoir l'impression qu'on fait la leçon, qu'on enfonce des portes ouvertes, que les propositions sont irréalistes, qu'on ne connaît pas la situation des établissements, bref, que c'est de la technocratie qui vient apporter quelque chose aux gestionnaires qui ont besoin de toute autre chose, c'est-à-dire un changement de modèle. Donc si on présente les choses comme ça, si on prend le dispositif comme ça, alors oui, c'est une très mauvaise nouvelle. Mais si on prend un peu de recul et un peu d'honnêteté intellectuelle, nous on est persuadés à l'ANAP, et c'est le sens de la mission qui nous a été confiée par les pouvoirs publics, que c'est une très bonne nouvelle. D'abord, moi je pense que c'est une bonne nouvelle parce qu'on critique souvent l'action publique. Et on dit toujours, il y a des injonctions, il y a du yaka. Bon, là, la puissance publique, elle a demandé à ce qu'on aille accompagner, appuyer les établissements. Et c'est la mission de l'ANAP, c'est sur toutes ces actions, que ce soit sanitaire ou médico-social, on vient en accompagnement. Je le redis toujours, l'ANAP, ce n'est pas une agence d'inspection, ce n'est pas une agence de contrôle, c'est une agence d'accompagnement et d'appui. Et donc, ce n'est pas une mission d'inspection, c'est vraiment quelque chose que la puissance publique souhaite déployer au plus près des établissements. Le deuxième élément, pour lequel c'est une bonne nouvelle, je fais un peu de plaidoyer pro-domo, c'est que ça a été confié à l'ANAP. Et l'ANAP, je le redis, ce n'est pas une agence de conseil comme les autres, c'est une agence qui pratique le pair à pair. Tous les professionnels de l'ANAP et tous les professionnels qui vont intervenir dans le dispositif de PerfEHPAD, ils ont travaillé dans les structures médico-sociales, ils ont travaillé dans des organismes de régulation, dans des conseils départementaux, ils viennent d'EHPAD commerciaux, une récente arrivée qui vient du groupe Clariane, ils ont travaillé dans des EHPAD hospitaliers, dans des EHPAD territoriaux. Donc, pardon de le dire comme ça, mais ils savent de quoi ils parlent. Et lorsqu'ils discutent avec les gestionnaires d'établissements, ils discutent de pair à pair. On ne discute pas en l'air. Le troisième point pour lequel c'est, de notre point de vue, une bonne nouvelle, et c'est les premiers retours qui nous sont faits, c'est que ça participe largement, le dispositif d'accompagnement, donc qui est basé sur un suivi pendant 1 an dans des groupes de 10 EHPAD, il permet de rompre l'isolement, surtout en temps difficile. Et
j'ai la particularité d'avoir dirigé les structures médico-sociales qui, de ce que je me rappelle de leur situation économique, auraient pu être éligibles à Perfepad. Bon, la première caractéristique, c'est qu'il y a une très grande complexité de l'exercice du métier et qu'il est impossible pour un gestionnaire, ou alors il est supérieur à tous les autres, de maîtriser l'ensemble des éléments techniques. Je parle notamment des EHPAD autonomes. Et dans le dispositif Perfepad, il y a à peu près 45% d'EHPAD autonomes qui ont été retenus par les ARS. À peu près 45%. Donc le deuxième élément de Perfepad, et ça, c'est le retour qui nous est déjà fait, c'est que ce pair à pair, il fonctionne avec les experts ANAP, mais il fonctionne entre dirigeants. Et celui qui a transformé son organisation de restauration, il la partage avec ceux qui éventuellement ont transformé ou ont des maquettes horaires plus structurées. Et donc ça, se rompre cet isolement pour trouver des solutions pertinentes, parce qu'on n'invente rien à l'ANAP, on ne prend que ce qui fonctionne de mieux dans le pays, c'est utile. Le quatrième point pour lequel c'est potentiellement une bonne nouvelle, et là, pardon si je heurte, c'est jamais mal de se faire rappeler des éléments techniques qu'on a pu oublier. Je vais en citer un seul. Depuis des années, l'article R314-114 du Code de l'action sociale et des familles dit que les EHPAD doivent pratiquer la facturation au terme à échoir. Ça veut dire en début de mois. 100% des EHPAD privés commerciaux appliquent la facturation de terme à échoir. 60% peut-être des EHPAD associatifs le pratiquent. Dans les analyses qu'on a pu mener, 10% des EHPAD publics pratiquent la facturation du terme à échoir. Concrètement, ça veut dire quoi? Que ces établissements se privent la première année d'un gain en trésorerie qui, pour un EHPAD, est de l'ordre de 100 000 € pour un EHPAD de 80 places. Deuxième exemple, le dépôt de garantie. L'article, je ne vais pas vous le citer, mais l'article à suivre du Code de l'action sociale et des familles, il dit qu'il faut demander un dépôt de garantie aux familles. 100% des EHPAD privés commerciaux appliquent cette règle. À nouveau, les EHPAD publics qui pratiquent cette règle du dépôt de garantie se comptent dans les études qu'on a pu mener sur les doigts d'une main. À nouveau, c'est 100 000 € de trésorerie pour un établissement public. Je pourrais multiplier les exemples. La TVA à 5,5 pour un projet d'investissement. Elle n'est pas bien maîtrisée partout. Alors oui, certains la maîtrisent, mais ceux qui la maîtrisent, c'est très bien, mais ils ne seront peut-être pas dans le dispositif Perfepad. Mais nous, on a vu beaucoup d'opérations immobilières qu'on est venu nous présenter à l'ANAP, dans laquelle la TVA à 5,5 n'était pas, le coût des travaux à 5,5 n'était pas appliqué à 5,5. Bon, je vais faire une phrase bête, c'est 15% de coût d'investissement en plus. Les maquettes organisationnelles, la gestion du temps de travail. Tout le monde sait que des maquettes organisationnelles bien faites, c'est de la meilleure condition de travail pour les professionnels, donc de l'attractivité, et c'est moins de désordre au quotidien. Eh bien, cette pratique n'est pas encore 100% garantie dans tous nos EHPAD français. Et ça peut être déplaisant de se voir rappeler qu'il y a effectivement des choses qu'on ne maîtrise pas, mais il faut le prendre dans l'autre sens. Ça montre qu'il y a pour tous ces EHPAD des marges de manœuvre existantes qu'on peut activer. Et si tous les EHPAD qu'on suit dans Perfepad prenaient chacun un petit bout de ce qu'ils appliquent et qu'ils le généralisaient dans leur EHPAD, je ne dis pas que ça règle la totalité des difficultés des établissements, mais ça règle une partie. Et ceux qui disent, on nous apprend, ceux qui vont dire éventuellement on nous apprend notre métier, eh ben, tant mieux. Tant mieux. Ça veut dire qu'ils n'en ont pas besoin. Et par ailleurs, cinquième élément, c'est une bonne nouvelle parce que dans les discussions avec les autorités de tarification et de tutelle, si tous ces sujets-là sont maîtrisés, on est plus fort pour aller discuter avec ces autorités de tarification et de tutelle d'éventuels sujets de développement ou de sujets de positionnement territorial qui fait qu'on est en difficulté dans son fonctionnement ou des sujets de vétusté du bâti. Mais on est plus fort quand on maîtrise ces fondamentaux. Et l'objectif de Perfepad, c'est que pour ces EHPAD qui sont, je rappelle que la priorité, c'est ceux qui sont éligibles, qui ont bénéficié du fonds d'aide, des fonds d'aide de cette année ou de l'année dernière, eh bien pour ces EHPAD-là,
ça leur donne une garantie de sécurité dans leurs discussions avec la puissance publique. Ensuite, de notre point de vue, et je pense que l'histoire nous montrera que c'est vrai, j'espère en tout cas, c'est aussi, quand on rentre dans Perfepad, on n'y rentre peut-être pas de gaieté de cœur. Il faut y rentrer avec l'idée que, comme en psychanalyse, dans sa vie de tous les jours, un regard extérieur, ça fait du bien. Et que toutes les organisations sont questionnables. Toutes. Moi, j'ai souvenir ici, aux Assises des EHPAD, d'une intervention qui avait été un peu critiquée, où avait été évoqué le fait qu'on pouvait questionner la restauration des EHPAD et son éventuelle mutualisation avec de la production-restauration des collectivités locales. Ça avait été un peu contesté ici. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Il y a des établissements, il y a des EHPAD français. Je ne dis pas qui avait été un peu chahuté en disant ça, mais moi, ça m'avait frappé. Ben non. Il y a plein d'EHPAD français qui ont ce registre-là aujourd'hui. Et donc, le dispositif Perfepad, il sert à ça. Il sert à re-questionner tous les compartiments de la pratique de gestion d'un EHPAD, de façon à s'assurer qu'on est dans ce qu'il faut pour le fonctionnement. Je prends un autre exemple. On sait que dans le modèle actuel, on sait que le taux d'occupation est un élément structurant de l'équilibre économique de l'EHPAD. Et on a encore des EHPAD qui, pour des raisons diverses de vétusté, n'arrivent pas à un taux d'occupation. Mais qu'est-ce qu'on voit ? On voit aussi qu'il y a des EHPAD qui ont un processus d'admission qui est très questionnable, qui n'est pas suffisamment réactif, qui n'est pas suffisamment connecté à Via Trajectoire, etc., etc. Tout ça pour plein de gestionnaires autour de la table, vous allez dire, non mais c'est bon, nous on maîtrise tout ça, ok. Eh bien, disons-le nous entre nous, il y a des structures qui ne le maîtrisent pas aussi bien. Et Perfepad, ça sert à ça. Et je termine. Le dernier point, comme toujours dans les travaux de la NAP, on ressort de Perfepad avec des outils concrets que si la NAP ne les fournit pas, on est obligé de se les acheter éventuellement par d'autres biais. Donc on ressort de Perfepad avec une façon d'analyser le fonctionnement de son établissement de santé, un autodiagnostic qui permet d'identifier immédiatement ses points de faiblesse. On ressort avec des outils de contrôle de gestion et de pilotage financier qu'aujourd'hui, à date, on ne voit pas dans les structures notamment autonomes et qui sont pourtant indispensables pour assurer la bonne gestion. On ressort avec des outils de maquette organisationnelle, de cycle de travail, là encore qui sont indispensables. Et donc, normalement, et c'est en ça que c'est une bonne nouvelle, si on rentre dans Perfepad avec une envie positive et qu'on ne le vit pas comme une contrainte, on en ressort grandi dans la maîtrise de la gestion de son EHPAD. Merci beaucoup pour ce plaidoyer. Je ne sais pas si ça donne envie ou pas. Je vous laisse juge de ça. Juste une petite question. Combien d'établissements aujourd'hui sont dans le dispositif ? 600 EHPAD par an. 600 EHPAD par an, à date, dans les candidatures. Donc, ce n'est pas basé sur le volontariat, même si on a eu des demandes des établissements. Par exemple, on a pris une demande complémentaire du groupe UGCAM qui nous a demandé un groupe spécifique pour ces EHPAD. 600 EHPAD, à date, dans les remontées des ARS, 45% d'EHPAD autonomes, 20% d'EHPAD associatifs, 20% d'EHPAD territoriaux et 45, 20, 20, 65 et 25% à peu près d'EHPAD rattachés à des EHPAD hospitaliers. Très peu d'EHPAD commerciaux se comptent sur les doigts d'une main. Merci beaucoup. Merci pour ces explications. Merci Jean-Benoît Duchol de nous avoir accompagnés cet après-midi.